Nous allons néanmoins, bien évidemment, parler du rapport à l'histoire soviétique avec Cédric Tourbe qui a réalisé 3 documentaires. Vous avez pu en voir déjà un tout à l'heure, à 16h30, consacré au pacte germano-soviétique. Nous allons projeter tout à l'heure le film Les bourreaux de Staline, Katyn 1940. Et puis, Cédric Tourbe a également réalisé, en 2017, Lénine, une autre histoire de la révolution russe. Voilà. Alors peut-être, pour démarrer, d'où vient cet intérêt marqué pour l'histoire soviétique? Alors c'est d'abord un intérêt marqué pour l'histoire. Et à vrai dire, ça a commencé de manière presque accidentelle, hein, puisque courant 2016, j'avais envie de marquer l'anniversaire le centième anniversaire de la prise de pouvoir des bolcheviks, donc de la révolution d'octobre. Et j'ai proposé un projet Arte sur cette révolution, et ça a commencé comme ça. Et c'est vrai que ça a été un travail. Donc moi, je ne suis absolument pas russophone. Donc ça a été un travail absolument passionnant de remise en perspective des faits, de remise en perspective des images. Donc tous les 10 ans, hein, ça commence avec Eisenstein en 1927, donc 1927, 1937, 1947, 1957, 67, etc. Et j'ai regardé tous les documentaires qui s'étaient faits là-dessus. Documentaires ou des fictions d'ailleurs? Fiction, documentaires patrimoniaux, hein, qui se faisaient. Et plus on avançait, plus on s'éloignait de l'année 1917, et plus les images racontaient n'importe quoi. Donc c'est assez intéressant de voir comment les révolutions de février, d'octobre étaient confondues. À partir des années 70, on ne parlait même plus de la révolution de février. Et donc voilà, donc c'est parti un petit peu comme ça, dans la volonté un peu obsessionnelle de remettre tout ça en ordre et de montrer comment cette histoire s'était réellement déroulée. Et sur le pacte Hitler-Staline, donc ça, j'étais absolument content de faire ce travail. Le film a plutôt bien fonctionné. Et c'est vrai que sur le pacte Hitler-Staline, l'idée était un petit peu la même. C'était de se dire, finalement, cette histoire, d'abord, on la connaît très mal en France. Moi, je ne me souviens pas, on en parlait tout à l'heure, mais dans mes études secondaires, d'avoir entendu parler du pacte Hitler-Staline, et encore moins de l'invasion de la Pologne le 17 septembre 1939 par l'Armée rouge. Voilà, donc il y a quelque chose de l'ordre en tout cas en France, du non-dit, de la gêne, hein, qui est, je pense, lié au rapport particulier qu'on a en France avec l'Union soviétique, avec l'Armée rouge, avec le communisme, la gauche, la droite, etc., etc. Et basiquement, on avait 2 explications, 2 sens à cet événement. Un sens qui est un sens, on va dire, de gauche, c'est-à-dire que Staline sait tout à fait ce qu'il fait. C'est un malin, il gagne du temps, et il a été trahi par ses alliés occidentaux, ou en tout cas, ce sont les Occidentaux qui n'ont pas voulu faire alliance avec lui. Alors il y a du vrai dans l'explication. Cela dit, Staline se fait quand même rouler dans la farine, on a suffisamment d'éléments probants. Donc l'explication ne tenait pas. Et l'autre explication, qui est une explication de droite, consistant à dire c'est pas étonnant, qui se ressemblent, s'assemblent, ce sont 2 dictatures sanguinaires, etc., etc. Il y a rien. Alors ça, c'est une explication qui ne tient pas du tout la route non plus. Et le travail que j'ai, quand j'en ai parlé à Nicolas Werth pour la première fois, je lui ai dit voilà, j'aimerais qu'on arrive à sortir de ces 2 travers pour tout simplement essayer de montrer mais comment ça s'est passé. Et on se rend compte, j'espère que ça se ressent au visionnage du film, qu'un mois avant la signature du pacte, je pense que personne n'a ça en tête. C'est le truc totalement impensable. Donc il y a une succession d'événements qui font que c'est presque, entre guillemets, un accident de l'histoire. Et c'est ça que je voulais réellement montrer. Je suis déjà très long. Et je termine sur Katyn. On a le temps pour parler. Et je termine sur Katyn.
que j'espère que vous allez voir après, j'aborde dans le pacte Hitler-Staline via ce personnage extraordinaire d'ambassadeur soviétique qui est Ivan Maïski, j'aborde les purges de 1937-1938. Et lorsqu'on m'a proposé ce projet autour de Katyn, j'y ai vu, avec ma co-auteure Olivia Gomolinsky, j'y ai vu la possibilité de refaire l'histoire, non pas dans le cadre de la martyrologie polonaise, c'est-à-dire la nation que l'on brise, ce qui est tout à fait vrai, c'est une nation que l'on brise, mais plutôt de se poser la question de qui étaient ces types qui tiraient. Et qu'est-ce que c'est que ce système et comment ça fonctionne. Et donc Katyn, c'était pour moi la possibilité de continuer à explorer ce régime soviétique pour montrer qu'en réalité, cette histoire, c'est du tout venant. Hein. C'est vraiment, c'est rien du tout par rapport à... On est dans le cadre d'un massacre. C'est le petit bout d'un iceberg. C'est le petit bout d'un iceberg et on est dans le cadre d'un massacre totalement routinier, en fait. Voilà. Je ne sais pas ce que je peux dire d'autre. Mais là, pour l'instant, je ne travaille plus du tout sur l'Union soviétique en ce moment. Voilà. Je prends un petit peu le large. Mais voilà. Alors, pour le pacte germano-soviétique, si j'ai bien compris, c'est quand même Arte qui vient vous voir, c'est ça ? C'est leur idée à l'origine. Oui. Alors c'est leur idée parce qu'effectivement ils avaient constaté qu'il n'y avait rien. Il y avait un manque, qui correspond à ce que vous disiez à l'instant en fait. C'est pas du tout la quasi-totalité des sources sur lesquelles j'ai travaillé sont soit d'origine anglo-saxonne, soit d'origine allemande et marginalement d'origine soviétique, maintenant russe. Mais ce n'est pas du tout un sujet de préoccupation habituel des historiens français. Alors par contre, c'est absolument obsessionnel chez les anglo-saxons. C'est vraiment, pour eux, c'est un événement... ils ont une littérature dessus qui est absolument incroyable. Et ils ont fait un travail, c'est une histoire diplomatique, et ils ont fait un travail sur les sources diplomatiques allemandes, françaises, britanniques, qui est absolument formidable et que j'utilise beaucoup. Alors, Nicolas Werth me disait tout à l'heure que ce qu'il trouve remarquable dans votre film, c'est que donc, pour parler ou expliquer ce pacte germano-soviétique, vous démarrez votre film en 1935. Or, il y a un livre qui vient d'être publié, c'est une coïncidence, ce mois-ci, sur le même sujet, qui est un livre anglo-saxon, qui s'intitule « Le pacte des diables », et qui démarre en août 1939, comme si, voilà, le pacte, et qui raconte plutôt les conséquences du pacte que les causes du pacte. Donc, je crois que c'est vraiment un point essentiel, c'est-à-dire que malgré le fait que vous disiez à l'instant qu'un mois avant le pacte, ce qui paraît sidérant, personne ne sait que ce pacte va être signé. Et surtout pas Hitler, ni Hitler, ni Staline. Voilà, donc ça paraît sidérant. Il n'empêche que pour expliquer le processus comme quoi finalement ce pacte devient quelque chose qui s'impose d'une certaine manière, il faut remonter aussi loin que ça. Alors, en voyant le film, donc il y a effectivement ce qui est assez impressionnant, c'est l'abondance en quelque sorte des sources diplomatiques dont vous parliez, c'est-à-dire finalement on apprend beaucoup de choses. Est-ce que comment vous y êtes pris, d'où viennent certaines informations? Alors, il y a un foisonnement d'informations. Ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque deux diplomates se rencontrent, ils rentrent, une fois qu'ils rentrent à leur ambassade, ils font un rapport. Ils racontent, voilà, la rencontre s'est bien passée, on a parlé de ceci, de cela, etc. etc. Le travail des historiens consistait à mettre en relation, par exemple, prenons une rencontre entre le ministre des Affaires étrangères britannique, Halifax,
et avec Ribbentrop. Ribbentrop fait son rapport, Halifax fait son rapport, et on compare. Hein. Lorsqu'ils racontent la même chose, c'est qu'on tient une vérité. Ensuite, on est sur une matière, lorsqu'ils ne racontent pas la même chose, c'est qu'il y a un hiatus, il y a un problème. Soit il y a une incompréhension, soit une histoire qu'on ne veut pas raconter. C'est un foisonnement incroyable d'informations, et la question est de savoir est-ce que c'est relevant ou pas. Où sont les fractures? Pour faire assez simple, hein, l'impression qu'on en a, qui est confirmée par le biographe de Staline, qui est Oleg Klevniuk, qui parle du pacte, en l'occurrence, et qui dit mais même les acteurs à l'époque n'y comprennent rien. C'est-à-dire que c'est tout le monde navigue à vue. Tout le monde navigue à vue, avec des grandes tendances que j'ai voulu marquer. La France suit aveuglément la Grande-Bretagne parce qu'elle veut une alliance militaire que les Britanniques refusent. Les Britanniques sont dans l'apaisement. En réalité, les Français aussi. Les Soviétiques sont dans une position assez inconfortable et, je pense, essayent réellement, il y a une réelle volonté d'avoir une alliance qui est une alliance de revers avec les nazis. Et les nazis veulent se libérer le plus possible les mains. Et en l'occurrence, et c'est ce que j'ai voulu montrer, c'est pour ça qu'il faut remonter à 1935, parce que la question que ça pose, qui est totalement évidente, c'est la question de l'attitude des uns et des autres vis-à-vis de la montée du nazisme. Et le pacte Hitler-Staline est l'accident final, d'une certaine manière. C'est-à-dire que, du point de vue de Staline, il n'y avait plus que cette solution-là. Hein. Et, pardon, vous disiez à l'instant, le pacte de revers avec les nazis, c'est plutôt avec la France et l'Angleterre? Oui, avec la France et l'Angleterre, bien sûr. Non, bien sûr. C'est important de... Bien sûr. Bien sûr. Je crois, parce que quand on regarde des événements comme ça aussi complexes et quand on sait les conséquences que ça peut avoir, je ne suis pas persuadé qu'il y ait eu à l'époque de bonnes solutions. Enfin, je pense que c'était effectivement très très compliqué et qu'il fallait l'arrêter au moment de la Rhénanie, il fallait l'arrêter à ce moment-là. Et comme l'armée française ne l'a pas fait, voilà. Il n'y avait plus rien à faire. C'est-à-dire qu'ensuite, il se renforce en permanence. Ouais. Et on tombe dans une espèce de course en avant. Et la question qui se pose, parce que je me suis dit, mais finalement, qu'est-ce que c'est que cette lâcheté, comme on l'explique? Alors, j'en parle pas dans le film, parce que je voulais en parler, c'était un petit peu trop long, mais la France est évidemment traumatisée par beaucoup plus que la Grande-Bretagne, et beaucoup plus que l'Allemagne, traumatisée par la Première Guerre mondiale, et il est absolument hors de question qu'on fasse la guerre, de toute manière. Voilà. Alors, quand on regarde le film, d'ailleurs ça se voit sur l'affiche qu'on voyait tout à l'heure, on est impressionné par l'incarnation de cette histoire avec des personnages, on dirait des personnages de fiction, alors c'est des personnages qui ont réellement existé. Est-ce que vous pouvez nous dire comment vous avez travaillé? On a le sentiment quand même qu'il y a certains personnages sur lesquels il y a un peu plus de... Vous avez mis un peu plus l'accent par rapport à la narration. Et puis on découvre des personnages, par exemple Georges Bonnet, qu'on ne connaissait pas forcément. Enfin voilà, l'impression que vous êtes allé chercher dans les fins fonds de l'histoire oubliée, de la diplomatie ou de la politique française. Alors, Georges Bonnet était un homme politique éminent, très très important de la Troisième République. Il était ministre de plein... Je ne sais pas, il a dû être ministre des Postes, etc. Il a à peu près fait tous les ministères. Et effectivement, il disparaît ensuite des radars, sauf qu'il est resté élu député jusque dans les années 60. Donc il est ensuite député de la Ve République. Mais c'est vrai que c'est plus un personnage qu'on met en avant. Parce que je pense qu'on a voulu un petit peu oublier tout ça. L'idée était pour moi d'incarner le plus possible cette histoire, tout simplement pour la rendre plus facile d'accès, parce que c'est une histoire très très compliquée. Et ce personnage d'ambassadeur Ivan Maïski s'est complètement imposé parce que je l'ai trouvé absolument touchant.
Alors il faut savoir qu'au moment où j'ai commencé le travail sur ce film, le journal intime d'Ivan Maïski a été édité. Et donc c'est moins une mine d'informations, parce qu'il était quand même prudent dans ce qu'il écrivait. C'est pas tellement une mine d'informations, mais c'est une mine de sensations directes que j'ai voulu exploiter le plus possible, notamment sur des épisodes. Remarquez, maintenant on a Trump, mais je pense à Ribbentrop en Angleterre. Enfin, on rit en le lisant, et je me suis dit, mais il faut absolument qu'on... Parce que c'est ça aussi, faire revenir cette dimension humaine. Et Maïski, j'ai trouvé extrêmement touchant. De même que j'ai trouvé Litvinov absolument passionnant comme personnage. C'est des documents qui n'existent pas en français? Non. Alors le journal d'Ivan Maïski est en français, mais beaucoup de la documentation sur laquelle j'ai travaillé est effectivement anglo-saxonne. Alors, quand on regarde ces personnages, ce qui est terrible, parce que vous parliez de Donald Trump, mais ça donne le sentiment que finalement, j'ai envie de dire presque caricatural, mais quelquefois l'histoire est caricaturale, que les dictateurs ont du caractère et que les démocrates n'en ont pas. J'essaye d'aller vite. Mais quand même, en regardant votre film... disons que les dictateurs n'ont pas forcément de compte à rendre aux électeurs. Il y a aussi avec cette nuance. Il y a aussi une question de personnalité, parce qu'après, on parlera du film suivant, quand on voit Churchill et Roosevelt, on a quand même le sentiment de voir d'autres personnages. Hitler n'est pas si libre que ça. On sait, par exemple, qu'au moment des accords de Munich, il y a eu une vague de soulagement général en Allemagne qui a mis Hitler très en colère. Les Allemands n'en voulaient pas de cette guerre. Et le SD, le service secret de la SS, surveillait l'opinion allemande comme le lait sur le feu. Puisque le pouvoir de Hitler était charismatique. Donc tenait pas que par la force des armes, tenait par la posture charismatique qu'il avait sur le peuple allemand. Donc Hitler est obligé de justifier ses actes de guerre. Donc tant qu'il gagne sans faire la guerre, on l'adore. Au moment de l'invasion de la Pologne est justifiée aux yeux des Allemands par une agression polonaise, qui est mise en scène par le SD, etc. Donc Hitler regarde son opinion publique. Après, il en tient compte, il est libre d'en tenir compte ou pas. Mais lui, d'une certaine manière, par sa structure de pouvoir, doit y faire attention. Doit susciter l'adhésion. Démocratie, c'est pareil, on vote, donc il faut une adhésion. Et il y en a un seul qui s'en fout complètement, c'est Staline. Alors lui, son opinion, il s'en fiche. Il s'en fiche. Il sait qu'il est détesté, ils le savent pertinemment. Détesté et adoré en même temps. Il y a un mélange, une ambivalence, mais enfin globalement, Hitler fait des bains de foule. Staline, passé 1934, ne sort plus en public. Parce qu'il craint pour sa vie et il n'a pas tort. Donc ça aussi, ce sont des éléments. Donc sont deux. C'est très intéressant de voir les fonctionnements de ces régimes. Mais donc de là à dire que qui se ressemblent s'assemblent, et il est normal que les nazis et les soviétiques aient fait une alliance, etc., etc. C'est totalement absurde. Il n'y a pas plus différent, quoi. Mais je ne sais plus d'où je partais parce que là, je suis en train de partir dans des. Nous sommes partis du caractère des personnages, le fait que voilà. On n'a pas. Cette histoire est incarnée et qu'il y a des. Enfin, c'est assez frappant quand on regarde quand même le déroulement, Chamberlain, Daladier. Les démocraties n'ont pas de bol à ce moment-là. Voilà. Il n'y a pas de personnalité qui pourrait faire face. Il y a plutôt un consensus pour éviter la guerre. Voilà, c'est totalement clair et totalement évident. Je crois que tout le monde a sa part de responsabilité. Les militaires français ont leur part de responsabilité parce qu'ils
refusent d'avancer sans les Britanniques. Les Britanniques ont une part de responsabilité absolument énorme parce qu'ils se disent on va pouvoir dealer le truc, hein, on va pouvoir s'arranger. Et il n'y a effectivement pas de personnalité forte. Voilà, il y a Churchill, mais Churchill il est complètement has-been hein, à l'époque. Et Daladier qui est pas un, comment dire, qui est pour le coup un homme politique très important, et je pense Daladier n'est pas un faible, hein, pas du tout. C'est quelqu'un qui a beaucoup de caractère, qui a beaucoup de, mais que voulez-vous, il est pris dans ce truc. Quoi faire? Et ça, je pense aussi qu'on doit le ressentir. C'est-à-dire qu'il y a un moment, c'est toujours facile de refaire l'histoire, mais on ne s'en est pas occupé. On sait que ça va, d'une manière ou d'une autre, que ça va péter. Moi, je crois qu'à partir de juillet 1939, il n'y a aucun doute. Hein. On sait, ça, on le sait, pour le coup. À Paris et à Londres, on sait que c'est parti. Hein. On sait qu'il va y avoir la guerre d'une manière ou d'une autre. C'est-à-dire qu'on ne pourra pas l'empêcher. Mais voilà, est-ce que, je sais pas, une personnalité plus importante, plus éminente à l'époque, est-ce que si Churchill avait été Premier ministre à l'époque, est-ce que ça aurait changé quelque chose? Je n'en suis pas complètement certain. Je pense que de toute façon, Hitler voulait la guerre, ça il ne faut jamais l'oublier. Donc de toute manière, la guerre, on l'aurait eu. Hein. Après, il aurait peut-être mieux valu effectivement l'avoir en étant capable, comme pour la Première Guerre mondiale, de partager les forces allemandes. Voilà. Sur deux fronts dès le départ. Sur deux fronts, oui. Alors, vous avez travaillé avec Nicolas Werth, justement, comme conseiller historique sur ce film-là. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu votre collaboration? Alors, moi j'ai d'abord défriché énormément, tout en parlant avec lui. Alors il faut savoir que le papa de Nicolas Werth était journaliste britannique à l'époque. Et quand j'ai commencé à parler de Georges Bonnet, Nicolas Werth était très content parce qu'il m'a dit moi mon papa le détestait ce type. Ce qui m'a effectivement. Il était journaliste à Moscou. Il était journaliste à Moscou. Je crois qu'il travaillait pour le Guardian. Mais en fait, à un moment, je suis arrivé à un moment de l'histoire où je voyais l'essentiel des ruptures. Sur la période fatidique des, on va dire, 4 dernières semaines, je commençais franchement à m'emmêler les pinceaux. Et c'est Nicolas Werth qui m'a mis le doigt dessus. Il m'a dit, mais là pour le coup, on sait, c'est pas compliqué. C'est-à-dire qu'à mon avis, dès lors qu'il y a un accord territorial, la possibilité d'un accord territorial, pour Staline, c'est irrésistible. Il va le faire. Voilà. Il a dit, là c'est joué. C'est-à-dire que, donc ce qui est intéressant, c'est moins le pacte de non-agression que le protocole. Parce que c'est une histoire de protocole secret. Alors pour le coup, hein, c'est quand même, il y a deux volontés communes. C'est une expansion territoriale. C'est-à-dire qu'il y a quand même... C'est pas la même chose. Même si, oui, mais dans les deux cas... Oui, alors je pense qu'il y a effectivement du côté des nazis une volonté de dominer l'Europe et de détruire le communisme, l'Union soviétique, etc. Et probablement de préserver l'Angleterre d'ailleurs. Du côté des soviétiques, je pense que c'est pas pareil. C'est une forteresse assiégée. La différence entre... Attention, en 1939, ils font la différence entre le fascisme et le capitalisme. Mais enfin, ça se confond un peu tout ça. C'est-à-dire que c'est un peu la même chose. Après, la guerre d'Espagne est passée par là. Donc, officiellement, le fascisme est l'ennemi. Hein. Mais il y a quand même une période de flottement. Et d'ailleurs, on le verra après dans les démocraties populaires. L'histoire du fascisme, capitalisme, tout ça se... Donc je pense que du côté de Staline, c'est plus mettre à distance le plus possible le fascisme, le capitalisme, etc. C'est-à-dire que c'est éviter la contagion, reprendre des forces,
montrer que le socialisme dans un seul pays, ça fonctionne. Et oui, la révolution mondiale, oui, un jour, plus tard, on verra. Mais en tout cas, je crois que l'obsession du Kremlin à l'époque, c'est de préserver la révolution. Voilà. Il y a une logique défensive. Logique défensive, ah oui, oui, absolument. C'est une logique défensive et c'est la volonté vraiment de mettre à distance. Donc c'est plus j'éloigne la frontière, meilleur c'est. Ensuite, ce qu'ils font en Pologne, ce qu'ils font dans les pays baltes, ce qu'ils font dans cette partie de Roumanie qu'ils vont prendre, c'est quelque chose qu'ils ont fait depuis 1900, la fin de la guerre civile en fait. Hein. Donc c'est une soviétisation des zones. Alors ça, ils le font de manière quasi automatique. Ils sont très très rodés pour le faire, il n'y a pas de problème. Mais je pense que c'est moins une volonté, et puis plus on a de population, et meilleur c'est. Hein. Mais je pense qu'il n'y a pas de volonté invasive, à mon avis, pas du tout. C'est pas dans leur logique. Il y a quand même l'idée que les pays baltes, la Bessarabie et une partie de la Pologne faisaient partie de l'Empire russe à un moment donné. Ouais, il y a quand c'est même l'idée possible, de revenir. Mais non, mais à un moment donné, vous l'évoquez dans le film, ouais, sur la cartographie. Je serais moins, parce que depuis j'ai travaillé sur Katyn, sur la NKVD, donc j'ai un peu progressé encore dans la connaissance du sujet. Ils sont soviétiques. Il ne faut jamais le perdre de vue. Ils sont soviétiques. Il n'y a que De Gaulle et Churchill qui parlent de la Russie. Hein. Eux se pensent soviétiques. Donc le fait de dire oui, c'était dans l'Empire russe, etc., je ne pense pas que... Ça peut rentrer en termes de population, par exemple, quand vous avez des populations russophones. Oui. Ou regrouper les Ukrainiens, regrouper les Biélorusses. Ça peut avoir un sens. Mais sachant qu'on n'hésite pas à déporter les populations entières, etc. Donc le sens aussi, il est un peu... comment dire, un peu à double tranchant. Mais c'est vrai que pour moi, c'est vraiment la volonté d'écarter le plus possible le danger capitaliste et fasciste. Voilà. Tenir à distance. De le tenir le plus possible à distance, sachant que, à l'époque, il y a l'expansionnisme nippon, et que ça fait partie aussi, au début du film, que ça fait partie aussi des frontières de l'Union soviétique, parce que c'est très grand, et que ça, c'est une source d'inquiétude pour l'armée rouge. Oui. Ça fait partie des motivations du pacte. Ah oui, complètement. Alors, pour ce premier film, j'ai envie de dire, c'est le premier pour aujourd'hui, mais c'est le deuxième dans votre série sur l'Union soviétique. Est-ce que vous avez, en dehors des documents diplomatiques, hein, qui ne sont pas forcément bien connus en France, est-ce que vous avez sur les documents audiovisuels fait des découvertes, vraiment des choses nouvelles, originales sur ce sujet? Pas vraiment. Beaucoup plus sur Katyn. Oui. Beaucoup plus. Sur celui-ci, on est à 95% sur des images de propagande. Hein. Toutes les images filmées nazies ou soviétiques ne sont que des images de propagande. Donc c'est ce qu'on voulait à l'époque montrer. Des images françaises et anglaises aussi. C'est pareil. C'est de l'image de propagande. Mais oui. C'est d'une certaine façon... contrôlé par l'État. C'est toute l'image, tout ce qui est image filmée qui passe dans les cinémas de non-fiction est contrôlé absolument par l'État. En Union soviétique, la pellicule appartient à l'État. Le matériel appartient à l'État. Donc quand on montre quelque chose, c'est qu'on veut le montrer. Sinon, on ne le montre pas. C'est une même histoire pour le goulag. Hein. Le goulag, au début, on le montre. Puis après, on le montre plus. Parce que c'est exemplaire, et ensuite, on ne le montre plus. Donc, il n'y a pas eu de découverte. J'ai plus essayé de mettre en lumière ce que moi j'apprenais, et avec les images, pour donner entre guillemets, le vrai sens de ce qui a été montré, ou le sens caché de ce qui a été montré. Donc les sources, elles sont allemandes, britanniques. Elles ont déjà été utilisées dans d'autres films pour... Oui, il n'y a pas de... À part le travail... Alors, en photographie, il y a énormément d'inédits.
mais qui sont liées à la recherche que j'ai pu faire sur les personnages de Maïski et de Litvinov. Donc ça, ce sont des images qui sont en accès, hein, qui sont au ministère des Affaires étrangères russe à Moscou. Ils ont un fonds d'archives que personne n'avait exploité en termes de photographie, et où il y a des trésors. Mais il n'y a pas de grande révélation. Alors, parmi les choses qui peuvent surprendre, parce que si on revient sur ce personnage de Maïevski, qui est presque un personnage de roman, c'est sa longévité. On a vu que du côté soviétique, ça pouvait être l'hécatombe, surtout dans les années 30, ouais, voire les années 40, et on a l'impression qu'il est, malgré ses positions qui ne sont pas forcément toujours dans l'orthodoxie, j'ai envie de dire, soviétique, et finalement il est toujours là. Est-ce que vous avez une explication à cette longévité ? Je pense que oui. Staline a besoin de lui, c'est tout. Et pour Litvinov, c'est pareil. C'est-à-dire que Maïski et Litvinov ont un intérêt pour Staline, un intérêt immense, c'est qu'ils plaisent aux Occidentaux. Donc ce sont des outils qu'on va utiliser. Lorsqu'il y a un changement de politique, Litvinov, qui en plus est juif, comme Maïski, on va le remplacer par Molotov. Et les choses sont claires. Le signal est tout à fait compris par les Allemands. Maïski n'est pas viré à ce moment-là, tout simplement parce que Staline n'a aucun intérêt à se brouiller, puisqu'on ne sait pas trop ce qui va advenir, n'a aucun intérêt à se brouiller avec les Britanniques. Il a tout intérêt à avoir un type qui connaît bien les milieux, et particulièrement les milieux conservateurs britanniques, parce qu'il faut voir que la diplomatie soviétique a des amis. Il y a les partis du Parti travailliste, il y a aussi un parti communiste britannique. Ça, les soviétiques s'en foutent, mais alors complètement. Ça ne les intéresse pas. Ce qui les intéresse, c'est les conservateurs. Ça, c'est très important. Et Maïski a cette capacité, parce qu'il c'est un vrai diplomate, il a cette capacité à pouvoir leur parler, et leur parler sérieusement. Par exemple, avec Anthony Eden, qui est un personnage important, il est arrivé à nouer une quasi-relation d'amitié. Attention, hein, ça reste un Britannique et un Soviétique, mais voilà, de même qu'il connaît les patrons de presse, ça c'est très très important. Il est arrivé à faire changer petit à petit la vision viscéralement anticommuniste, évidemment, de la presse conservatrice, et il est arrivé à pointer du doigt le véritable ennemi qui est l'ennemi nazi, l'ennemi commun, et du coup il a tout à fait intérêt à le garder. Et je pense que lorsqu'il le change en 43, c'est que c'est joué, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de problème, il n'en a plus besoin. Voilà. Et après, le destin de Maïski tient un fil, hein. Donc il a un coup de bol en 1953, puisque Staline meurt je crois quelques semaines après. Enfin, c'est vraiment très, très, très rapide après son arrestation, donc il n'a pas le temps d'être jugé, exécuté. Sur le destin de Maïski à ce moment-là, je n'ai pas le temps de le raconter, mais je vais quand même vous le raconter, parce qu'il est donc sauvé, sauf que celui qui vient le libérer de prison au moment de la mort de Staline, c'est le patron qui c'est pas encore le KGB, non, le successeur du NKVD. Entre NKVD et KGB, il y a un nom qui m'échappe, mais en tout cas c'est Lavrenti Beria qui vient libérer Maïski et qui lui dit, je ne sais plus comment je le sais, mais je le sais, ça a été sourcé, et qui lui dit, écoute, tu sais, je vais prendre le pouvoir, ce qui est tout à fait crédible à l'époque, hein. Je vais prendre le pouvoir et il faut absolument qu'on arrête cette histoire de guerre froide, ça ne va pas du tout. Je vais avoir besoin de toi. Donc je voudrais que tu sois mon ministre des Affaires étrangères. Et Maïski lui dit, mais Lavrenti, pas de problème. Tu prends le pouvoir, je serai ton ministre, etc. Sauf que ça ne s'est pas passé comme ça, puisque les autres sbires de Staline ont fait alliance contre Beria, ils l'ont exécuté. Et donc Maïski s'est retrouvé repris dans ce maelstrom et donc est retourné en prison. Donc il y a un film à faire sur Maïevski, en fait. Mais comme
Khrouchtchev, je ne sais plus pourquoi, je ne sais même pas si on le sait, voulait sauver Maïski ou utiliser Maïski, et qu'il avait besoin de Maïski, et qu'il voulait également l'utiliser dans sa lutte contre Molotov. Donc finalement, il est ressorti de prison. Mais je crois qu'on devait être en 55 ou 56. Je ne me souviens plus exactement, mais donc voilà, il a vraiment un parcours assez incroyable, quoi. Oui, et il y a la date de sa mort à la fin de votre film. Il est mort très vieux. Voilà, c'est ça, c'est extraordinaire. Enfin, dans cette zone-là de l'Union soviétique et à ces postes-là, c'est effectivement assez exceptionnel. Alors, Nicolas Werth, que j'ai eu donc tout à l'heure, soulignait, et c'est peut-être un peu la synthèse en quelque sorte, que l'intérêt de votre film, de son point de vue, c'est que sans exonérer Staline de ses responsabilités, que vous pointiez de manière équilibrée les responsabilités des Français et des Britanniques. Et peut-être le mot à retenir de son point de vue, c'est le mot équilibre. C'est-à-dire que comment on arrive à ce pacte qui finalement va faire basculer le monde entier dans une guerre qui ne commence que d'un côté et pas sur deux fronts, comme on aurait pu l'imaginer. Voilà, il insiste beaucoup sur l'ensemble, justement, des responsabilités et sur le fait que c'est cet ensemble de responsabilités qui explique le pacte. Je pense que c'est pour ça qu'on a aussi bien travaillé ensemble, c'est-à-dire qu'on avait cette même perception, cette même vision désidéologisée d'une certaine manière. C'est-à-dire que mettons en scène l'histoire, essayons de montrer comment les choses se sont passées jour après jour, mois après mois, pour montrer que bah oui, la situation a encore changé, Hitler a encore progressé, etc., etc. Entre-temps, il y a eu des élections, et donc ça expliquerait que... Et en même temps, il y a des constantes, qui sont des constantes très très fortes, qui tout simplement, c'est que ni la France ni la Grande-Bretagne ne veulent faire la guerre, parce que les opinions publiques n'en veulent pas, et que ça explique que les opinions publiques et les militaires n'en veulent pas, parce que l'armée française n'en veut pas. Et mis bout à bout, avec cette folie nazie d'un côté et ce système soviétique qui est à la fois pestiféré et qu'on essaye d'introduire vaguement dans les relations internationales, mais on voit bien que c'est très très compliqué, on voit bien que Litvinov, on ne va pas l'écouter, ça reste quand même un bolchevique, etc., etc., etc. Ça fait que la situation... et qu'en réalité, on se parle relativement peu. Et qu'on ne se fait pas confiance, et que, je crois que c'est dit, les termes est employé à un moment, c'est que personne ne fait confiance à personne dans cette histoire. Et ça, en termes de relations internationales, c'est dramatique. C'est dramatique. C'est-à-dire que ça peut déraper très vite. Et donc, sans vouloir faire de parallèle avec la situation actuelle, mais l'ONU, ça sert à ça. Et dès lors qu'on sort des cadres de l'ONU ou qu'on s'assoit sur les décisions de l'ONU, comme l'ont fait les États-Unis en 2003, comme le fait la Russie aussi de son côté, etc., etc., on rentre dans un terrain qui est extrêmement glissant. Et j'ai l'impression que ce manque de confiance entre les uns et les autres, on est en train de le vivre, en train de le retrouver. Il n'y a plus de nazisme, il n'y a plus de soviétisme, de communisme, je ne sais pas comment on peut dire, mais on est quand même mais on est avec des conservatismes, on est avec des tas de choses en isme qui ne sont pas forcément très sympathiques, et dans le cadre d'un système où on ne se fait pas confiance, où chacun essaye de tirer la couverture à soi, etc. Alors, on va justement enchaîner sur le film suivant, donc les bourreaux de Staline, et donc sous-titré Katyn 1940. Alors, tout à l'heure, vous disiez qu'une des motivations de ce film, c'est de se poser la question qui étaient les gens qui travaillaient au NKVD. Vous expliquez toute l'histoire, vous le découvrirez pour ceux qui n'ont pas encore vu le film, de la Tchéka à la GPU, de la GPU au NKVD, donc c'est les sigles successifs de la police secrète. Donc, qui c'était en fait? C'est l'essence du régime soviétique. Voilà, c'est la base. C'est la base. C'est la base et ça commence tout de suite, dès la prise du pouvoir, puisqu'il y a la création de la Tchéka.
avec un refus de la démocratie, mais qui est pour le coup théorisé par le parti bolchevique et par Lénine depuis presque des décennies, hein, au moment où ils prennent le pouvoir. Et donc, comme on ne veut pas de la démocratie, et comme on sait qu'on a raison, puisqu'on a le sens de l'histoire pour nous, et ben, au détour de la guerre civile, hein, qui va servir de déclencheur et d'accélérateur, on a besoin d'une force coercitive pour éliminer. Alors, et quand je dis que c'est l'essence du régime soviétique, c'est vraiment, ça repose sur eux. Hein. Si les gens, pardon, les soviétiques n'ont plus peur d'eux, c'est terminé, le régime s'effondre. Et donc, il faut bien comprendre, voilà, l'importance qu'ils peuvent avoir en termes de... Oui, bon, je pense que c'est vraiment l'essence du régime. Voilà. Alors, dans votre film, vous évoquez quelques centaines de miliciens, en quelque sorte, hein, en 17, et en 1921, 260 000, c'est ça? Ouais, alors il faut être très prudent sur les chiffres. Donc oui. Les chiffres de la Tchéka, au moment de la création de la Tchéka, on les connaît. Oui, c'est aux alentours de 600. Hein. Ouais. Le dernier chiffre connu, sourcé, c'est aux alentours de 260 000, et après on perd le compte. Ouais. Et après on perd le compte. Apparemment, d'après ce que j'ai vu, de ce que j'ai compris du travail qui est fait autour de ça, notamment par l'association Mémorial, dont il faudrait qu'on parle, puisque même Mémorial s'y perd dans les comptes des tchéquistes, les effectifs se retrouvent mélangés dans différents ministères, on essaye de planquer un petit peu, puis tout simplement, parfois c'est juste pas rendu public. Et donc ensuite on perd le compte. On ne sait pas. Mais c'est cette progression en quelques années. Mais ils ne sont pas nécessairement beaucoup. Non mais 260 000, ça paraît quand même oui, ça commence à faire. Mais c'est une population de 100 millions d'habitants à l'époque. Donc c'est beaucoup. Mais c'est... par exemple, les exécutants, on se rend compte que ceux qui tirent, les bourreaux, ils sont très peu nombreux. Il n'y en a pas tant que ça. Pour éliminer 21 000 et quelques Polonais en 5 ou 6 semaines. Ils sont une quarantaine. Donc ils ont du rendement. Mais donc voilà, c'est pas forcément le chiffre qui fait le... Alors c'est toute une structure. Non, mais pour quadriller le pays, il y a quand même... quadriller le pays, donc il y en a partout. Il y a des prisons partout déjà. Ça c'est très important. Et d'ailleurs, Katyn, c'est pas réellement une exception, parce qu'on tue aussi dans des forêts, mais la plupart du temps, on tue dans des prisons. Il y a des cellules qui sont faites pour ça, exprès, et tout ça est très, très, très organisé. Mais je suis pas, faudrait vérifier, hein, je sais bien que Nicolas soit là, mais je suis pas certain que, par exemple, on connaisse réellement les effectifs du KGB dans les années 60-70. Hein. Je ne pense pas qu'on les connaisse si précisément. D'accord. Alors, qui sont-ils donc d'un point de vue social? D'où ils viennent? Alors, on dit tchéquiste, c'est expliqué dans le film. Le terme tchéquiste va rester pour les gens du NKVD, de la GPU, c'est-à-dire ça vient de Tchéka, mais le terme, finalement, vaut pour toutes les polices secrètes suivantes. Alors, ils font avec ce qu'ils ont. Or, qu'est-ce qu'ils ont? Passé la guerre civile, le régime élimine tout ce qui est cultivé, tout ce qui est fait des études. C'est pour ça qu'on disait qu'on n'était jamais mieux soigné qu'au goulag, parce que les médecins étaient là-bas. Donc, ils font avec ce qu'ils ont. Donc, oui, bien sûr. Les compétences en tout cas, oui. Peut-être pas le matériel, mais donc vous allez avoir beaucoup de paysans. Le tueur en chef est un ancien berger, par exemple, et vous allez avoir c'est des ploucs, hein, je veux dire, des ploucs, c'est des brutes, hein. Ça vole pas forcément très haut.
et puis, vous allez avoir... un criminel ou pas? C'est possible, mais je n'ai pas d'éléments là-dessus. Ouais. Il est possible, parce que beaucoup de choses vont se jouer, on le voit ça dans le parcours de Beria par exemple, beaucoup de choses vont se jouer dans les années 1917 forcément, 1917, 1918, 1919. Donc il y a beaucoup de types qui ont pris le sens du vent à ce moment-là, et après leur passé, je pense que ça, à partir du moment où ils adhéraient au dogme, je pense que ça ne soulevait pas forcément de problème. Et surtout, ce qu'on leur demandait, c'était d'être efficace, et d'être discret, et d'être secret, parce que tout ça est absolument secret. C'est ça qui est dingue. C'est-à-dire que les purges on a du mal à l'imaginer, mais les purges de 1937-1938, et qui ensuite se continuent, qui sont de moindre envergure, mais qui se continuent, et dont la purge de la Pologne va être la suite en 1939, les soviétiques ne le savent pas. Ils savent, ils ont peur, ils savent qu'il se passe des trucs. Mais il n'y a pas d'association qui tient les comptes, qui dit en fait ils en ont tué 800 000. On ne sait pas. Et donc éliminer les corps, c'est quelque chose qui est pris extrêmement au sérieux. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas censés être retrouvés, ils n'existent plus, on n'en parle plus. Donc c'est très particulier comme mode de fonctionnement. Et le secret fait vraiment partie du système. Et moi je pense que si le secret fait partie du système, c'est que on va arriver à la dictature du prolétariat. On va y arriver. Mais pour la méthode, ça ne regarde personne. Ça ne regarde que le parti et que les gens autorisés dans le parti. Voilà. Et je pense qu'il y a réellement cette certitude d'être dans le sens de l'histoire. Et ça aussi, je pense que c'est assez important. Je suis certain que Staline y croit. Il n'y a pas de doute là-dessus. Que Molotov y croit, que Beria y croit. Et il est probable, je pense, que les tchéquistes y croient. Voilà. Alors, excusez-moi, je cherche sur ce point-là. Alors, est-ce que vous pouvez... Je reviens aux tchéquistes. Hein, on voit dans votre film des images de tchéquistes, des portraits, des noms. Donc, on a le sentiment que tout d'un coup, vous avez eu accès à des sources qu'on ne connaissait pas du tout. Enfin, on ne pouvait pas forcément penser que ces personnes qui étaient des bourreaux, comme vous le dites, pouvaient avoir été fichées, que toutes ces archives existaient encore, qu'on pouvait y avoir accès. Alors, on n'y a pas accès. Mais on les voit dans le film. Elles ne sont pas censées exister. D'accord. Alors, je vais répondre. Il y a deux choses importantes. Premièrement, les tchéquistes ont chacun un dossier à charge sur la tête. C'est-à-dire qu'on sait, ils savent que du jour au lendemain, on peut leur sortir leur dossier, les accuser, les mettre en tôle, les exécuter. Ça fait partie du jeu. Et qu'on purge les tchéquistes assez régulièrement. Donc déjà, le dossier est important pour eux. Donc il faut que le dossier soit le plus irréprochable possible. Le jeu étant qu'il y ait toujours des choses un peu gênantes qui traînent. Donc voilà, pour le dossier. Ensuite, sur les sources, alors c'est le travail de l'association d'historiens russes Mémorial, qui mérite un certain nombre de médailles, parce que ce sont des gens qui travaillent dans des conditions extrêmement difficiles. Et en l'occurrence, les dossiers de ces tchéquistes sont des copies de dossiers qui se trouvent à Moscou, qui n'ont jamais été sortis, qui ne seront probablement même jamais sortis, mais cette copie se trouvait à Smolensk et, d'après ce que j'ai compris, avait été mal rangée, mal classée. Ça arrive des fois. Et donc ce sont des copies de dossiers. Alors pourquoi est-ce qu'ils étaient à Smolensk ? On n'en sait rien. Mais en tout cas, on a retrouvé les visages de ces personnages. Et sans rentrer dans les détails, on a les parcours de tous. Hein.
On sait exactement ce qu'ils ont fait, ce qu'ils sont devenus. Alors, ce sont des gens qui ne vivent pas vieux. D'abord, les Russes, à l'époque, ne vivent pas vieux. Mais dans le contexte, encore moins. Dans le contexte, encore moins. Donc, voilà. Et notamment chez ce directeur de prison qui s'appelle Dimitri Tokarev, qui est l'un des directeurs d'une des prisons où les massacres vont se passer en 1939, a raconté en 1992, il y a un témoignage qui est absolument génial, qui dure 4 heures, donc il y a une partie de ce témoignage dans le film, où il raconte à la fois le mode opératoire, et en même temps il explique que tout directeur de prison du NKVD qu'il était, il avait peur. Il avait peur quand arrivaient les exécuteurs, quoi. C'est-à-dire, c'est quelque chose, et en m'expliquant, mais moi je ne pouvais pas dire non, c'était même hors de question. Donc il y a tout un climat qui est quand même, où on sent que la machine coercitive est d'une puissance absolument phénoménale, et apparemment, puisqu'on en a les traces, extrêmement administrative aussi. Alors, et je tiens juste à dire, oui, pardon. Les gens qui sont tués, que ce soit des soviétiques ou des polonais ou des lituaniens, etc., sont jugés. Sauf qu'ils ne le savent pas. Mais le processus légal soviétique est conservé. Il s'agit juste d'un procès secret. Mais il y a un acte de procès qui va avec l'acte d'exécution. Et donc qui est conservé. Qui est conservé, oui. Voilà. Alors, ce qui est impressionnant, et ce qu'on voit bien dans ce film-là, vous disiez tout à l'heure, on disait que Katyn, et on va y venir bien évidemment, puisque c'est le centre du film, c'est une petite partie de l'iceberg. On a l'impression de quelque chose, j'ai envie de dire, presque industriel. Je parle de la terreur, on parle de la grande terreur, la manière dont la répression est mise en œuvre par le NKVD ou la GPU avant. Enfin, donc il y a tout un ensemble de systèmes, de mécanismes qui sont mis en place pendant toutes ces années. Alors c'est extrêmement organisé, c'est extrêmement pensé. Il y a des modes opératoires. Le personnel qui exécute et le personnel qui accompagne les exécutions, parce qu'il faut faire disparaître les corps, fonctionnent de manière extrêmement rodée. Et finalement, c'est ce que nous apporte Katyn et l'enquête entre guillemets allemande, parce que ce sont les Allemands, ce sont les nazis qui vont enquêter les premiers sur les crimes du NKVD et qui vont faire les premiers films en sortant les cadavres, les fosses, etc. Et ce qui ressort des rapports des médecins légistes, aussi bien allemands que polonais, puisque les Polonais y ont accès à ce moment-là en 1943, ils ont accès aux fosses de Katyn, c'est qu'il n'y a que 2% de tirs ratés. Les Allemands n'en reviennent pas. C'est-à-dire qu'eux-mêmes qui massacrent à tour de bras et dans des proportions autrement plus incroyables et horribles, se disent quand même chapeau, parce que les gars, ils sont forts, quoi. Ils sont vachement organisés. Les balles, les impacts de balles ressortent tous exactement au même endroit. C'est extrêmement impressionnant. Donc c'est un travail de poinçonnage, comme on poinçonne les animaux à l'abattoir pour les tuer. Et c'est fait, on a vraiment l'impression d'une sorte de stakhanovisme. Et quand on sait le nombre de personnes qu'il faut pour absolument ridiculement faible qu'il faut pour mener à bien une telle exécution, oui, les types bossaient, mais 10 heures par jour. 10 heures par jour à tirer, quoi. Et ils étaient tous tireurs d'élite, donc il n'y avait aucun problème. Les balles étaient au bon endroit. Donc je pense qu'il y a nécessairement dans ce type d'activité peut-être la volonté de le regrouper sur le plus petit nombre de personnes possible, parce que comme ça permet de conserver le secret. Et ensuite, il faut des types qui sont bons, quoi. Et je pense, pour les exécutants, moi, je ne peux pas me mettre à la place d'un bourreau, je n'en sais rien. Mais c'est du travail. Hein. D'ailleurs, Vladimir Zazoubrine, qui est un auteur soviétique, bolchevique, croyant, a écrit en 1923 une ode aux tchéquistes qui s'appelle Le tchéquiste. Et à cette phrase, il ne tirait pas, il travaillait. Voilà. C'est malheureusement un résumé.
Alors, dans ces observations, ces remarques de Nicolas, il souligne la justesse des extraits du film de Vaida, Katyn, que vous avez choisi. Alors, c'est pas si fréquent que ça qu'on utilise de la fiction au cinéma dans un récit de film d'archives documentaire. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce choix? Ça n'a pas été simple, parce qu'effectivement, il faut arriver à justifier ce choix. Bon, d'abord, le film de Vaida est absolument percutant et effectivement est très, très frappant. Ensuite, pour moi, c'est un extrait de film de fiction qui correspond à l'interview que j'ai de ce Dimitri Tokarev qui raconte ça en fait. Et dans la mesure où le père de Vaida fait partie des morts de Katyn, a été exécuté, j'ai vu comme une sorte de lien direct, c'est-à-dire que c'était plus que de la fiction. Donc on était dans quelque chose d'assez documentaire, d'assez froid, et je pense que Nicolas pense la même chose. Les images tournées en fiction par Vaida sont absolument vraies, véridiques, c'est ça. On a exactement le rythme de l'exécution. On a exactement la manière dont ça se passe. Et surtout, ce qui est très important, c'est que on voit les types sortir un par un du fourgon et n'y croient pas. Parce que ça fait partie du processus. Jusqu'au dernier moment, on vous raconte des salades. On vous dit que vous allez être libéré. On vous dit que, etc., etc. Et ça, on le sait par des carnets qui ont été retrouvés sur les morts de Katyn. Certains carnets avec un témoignage qui doit être quelques minutes avant l'exécution. Le type dit, ben voilà, ils m'ont pas pris mon carnet, ils l'ont pas trouvé. Je sais pas ce qui se passe dans une forêt, mais bon, j'espère que tout va aller bien. Voilà. Et quand on parle de culture du secret et quand on parle d'enfumage, parce qu'ils enfument terriblement les gens, je ne me souviens plus du chiffre exact, mais il y a environ 200 et quelques, 300 officiers polonais sur les 25 000 qui sont emprisonnés, qui ne sont pas exécutés. Donc la raison, on ne la connaît pas. Mais en tout cas, ils ne sont pas exécutés, ils sont regroupés dans un camp. Et donc, les types sont persuadés d'être victimes d'une injustice, tous autant qu'ils sont. Ils sont persuadés que tous les copains ont été libérés. Et eux ne comprennent pas pourquoi ils sont encore dans une prison du NKVD, sans imaginer un seul instant qu'en fait, les chanceux, c'est eux. Oui, là, il y a effectivement... Ça dit le secret, quand même. Oui, et puis ça dit, comme pour la Grande Terreur, le fait qu'on ne croit pas à ce qui est arrivé parce que c'est incroyable, parce que c'est au-delà de ce qui est imaginable à un moment donné. On n'imagine pas que la terreur ou la répression aille jusqu'à ce point. Comparaison n'est pas raison, et le nazisme et le stalinisme n'ont strictement rien à voir. Et les crimes nazis sont infiniment plus graves et plus, etc. Je ne vais pas m'amuser à mettre des adjectifs, mais lorsque Roosevelt, Churchill ont vent de ce qui peut se passer dans le ghetto de Varsovie, l'information, elle ne passe pas non plus. Vent de ce qui peut se passer pendant la conquête de l'Union soviétique, ou même avant, pendant la conquête de la Pologne, parce que ça commence là, les informations ne sont pas relayées par la presse anglo-saxonne. C'est mis sous le boisseau, donc voilà, effectivement c'est inimaginable, c'est incroyable. Et on se dit, mais les gens ne vont pas nous croire. Je pense que Churchill, Roosevelt savaient que c'était vrai. Mais on ne peut pas raconter ça dans les journaux. Alors, on parlait de Vaida. Sur l'aspect recréation, en quelque sorte, vous utilisez le dessin aussi. Alors, comment vous avez décidé d'abord d'utiliser le dessin? Parce que voilà, vous avez un film à base d'archives, des photos, des cartes, des films. Et à quel moment particulier, comment vous avez imaginé
ces moments-là où c'est le dessin qui prend le relais des photos et des archives? Pour moi, l'accès au dessin signifie que je continue à vous raconter l'histoire, que je ne vais pas arrêter le récit sous prétexte que je n'ai pas d'archives, film ou photographique. Et que ce qui prime, c'est le récit. C'est la narration, c'est la dramaturgie, c'est l'évolution des personnages. Et j'ai commencé à expérimenter ce système sur le film, sur Lénine et la Révolution russe. Parce que là, effectivement, j'étais confronté à des moments où il se passait des choses dans des pièces entre révolutionnaires. Il n'y avait pas de photos, imaginez en 1917. Mais je ne voulais pas arrêter le récit. Où je voulais absolument raconter, mettre en parallèle l'arrivée de Lénine, montré par Eisenstein, qui est absolument incroyable. Lénine rentrant en Russie et salué par le peuple de Pétrograd de manière magnifique, comme le fait Eisenstein, et raconter la véritable histoire qui n'a rien à voir avec ça. Et donc il a fallu que je mette en parallèle le dessin pour dire non, en réalité ça s'est passé comme ça. Il a dit ça, les gens n'ont pas compris ce qu'il racontait. Les bolcheviks ont regardé leurs chaussures tellement ils étaient gênés. Et le père Lénine ne pigeait absolument pas ce qui se passait ici. Ils s'en foutaient en plus. Et donc voilà, ça a commencé comme ça. Et ensuite, je me suis dit, c'est très intéressant dans une histoire diplomatique de faire la même chose. Et pour Katyn, ça tombe sous le sens. Parce que raconter certains passages de comment on fait, comment on exécute, comment... vous allez voir, les différents patrons du NKVD s'exécutent les uns après les autres, toujours dans la même manière, etc. Et là, effectivement, on n'avait pas d'image, mais moi, je voulais absolument pas interrompre. Voilà. Donc c'est la volonté de poursuivre l'histoire, tout simplement. Oui, tout à fait. Et c'est remarquablement bien fait dans ce deuxième film que vous découvrirez, évidemment, tout à l'heure. Alors, sur Katyn, ce qui est impressionnant, évidemment, ce sont les images d'enquête. Donc, il y a des images nazies, tournées par les nazis. Et vous me disiez tout à l'heure que finalement, ces images sont accessibles. Elles ont été récupérées. D'abord, elles ont été vues dans toute l'Europe occupée. Oui. Donc parce que France. les nazis. Ah oui, ça a été vu en France. Il y a le film que j'utilise est de mémoire est en langue polonaise. Donc le même film a été traduit en polonais, traduit en français. Il doit y avoir une version italienne, une version allemande, évidemment. Et donc le film a circulé absolument partout. Donc ces images-là n'ont rien de secret. Au contraire, les Allemands voulaient les montrer le plus possible. Et il m'a semblé intéressant de les mettre en relation avec d'autres images tournées par d'autres ennemis des tchéquistes, qui étaient les Blancs. Il y a un film de propagande tourné en 1919-1920 pour montrer les horreurs. Et finalement, c'est la même chose. Les types sont enterrés directement. Alors on les dénude. Dans les années 20, on les dénude. Je ne sais pas exactement pourquoi, mais ils sont tous... Ils sont dénudés par qui? Ils sont dénudés avant l'exécution. Oui, voilà, par les... Ils se dénudent eux-mêmes. Ils se dénudent et puis on les tue. Voilà, et sur ordre des tchéquistes. Sur ordre des tchéquistes, alors pourquoi? Pour récupérer leurs vêtements. C'est possible. C'est possible. Alors, oui. les images de 1919 ou de 1920, ouais. Ce sont des images qui sont facilement accessibles oui. aussi. Oui, il y a une copie qui tourne chez Pathé Gaumont Archives. Il doit y avoir une copie en Angleterre, à Londres. Donc non, ce qui est plus rare et plus intéressant dans Katyn, c'est plus les documents qui ont été fournis par Mémorial. Donc là, vous avez les vrais ordres d'exécution, signés par la vraie signature de Staline, Beria, Molotov et compagnie. Il y a tous les documents administratifs. Il y a tous les documents qui sont authentiques et le matériel photographique qui nous a été donné par Mémorial. Et alors, les ordres, c'est Mémorial qui a récupéré ces ordres? En tout cas, ça vient de chez eux. D'accord. Mais oui, ils les ont récupérés et stockés d'une manière ou d'une autre. Ouais. D'accord. C'est la première fois qu'on les voit dans un film, en tout cas
de ce côté-ci de l'Europe, non? C'est possible. C'est D'accord. possible. Enfin, J'en suis pas certain, mais c'est assez... Oui. Moi, enfin, moi, en tout cas, je l'avais jamais vu. Alors, ce sont des documents assez beaux, d'ailleurs. Oui. Oui. Graphiquement. Graphiquement. Voilà, c'est ça. Alors, il y a quand même une question, j'imagine, qu'on se pose quand on réalise ou qu'on monte un film comme celui-là, c'est qu'est-ce qu'on montre et qu'est-ce qu'on ne montre pas, et notamment quand il s'agit de scènes difficiles à regarder, tout ça étant métonymique, on va dire. Est-ce que vous vous êtes posé cette question? Oui. Quelles limites vous vous êtes données? Je ne me suis pas posé de limites. Je n'ai pas fonctionné comme ça. Je me suis dit, mais quel regard on porte dessus, surtout. Et il s'avère que j'ai eu la chance de tomber sur le témoignage du médecin légiste polonais, qui est absolument, Marian Wodzinski, qui est absolument saisissant. Et en fait, lui se pose la question tout de suite parce que c'est innommable, inimaginable. D'ailleurs, la délégation polonaise s'arrête, se repose, ils prennent une demi-journée avant de se mettre au boulot. Mais ensuite, le regard de Wodzinski est un regard de clinicien. Et donc j'ai voulu adopter ce regard de clinicien pour se dire, les images on les montre intégralement, mais on les montre avec les questions que se posent les médecins légistes, polonais, roumains, italiens, suisses, il y a un suisse aussi. Et donc c'est un document de médecine légale pour moi. Du coup ça permet de faire passer les images, même si certaines sont assez difficiles. Mais ce qui me semblait intéressant, c'était le regard justement de ces vivants, de ces professionnels, et qui trouvent la vérité, hein, je veux dire, très très vite. Et ils le font de manière absolument médicale, quoi. Après, les chiffres, les images, etc., peuvent donner un peu le tournis. Alors, tout à l'heure, encore une fois, nous disions que Katyn, c'était une petite partie de l'iceberg. En quoi, finalement, même si c'est assez évident, mais c'est peut-être bien quand même de le souligner, ce fait, Katyn, est emblématique d'un rapport à la vérité, d'un rapport à la répression de toute l'histoire soviétique. Katyn est emblématique d'une... en tout cas, d'un point de vue, j'allais dire occidental ou d'un point de vue français, c'est dans les années 70 ou les années 80, dire que Katyn était un crime soviétique faisait de vous un type de droite, et dire que Katyn était un crime nazi faisait de vous un bon suiveur du Parti communiste. Et dire qu'on ne savait pas, qu'on ne voulait pas prendre parti, ça faisait de vous un socialiste. Moi, je suis allé vérifier. Hein. C'est vraiment étonnant. Donc, dans des articles de presse. Ah oui, c'est dans... Voilà. Donc pour moi, c'est ceux qui voulaient savoir pouvaient savoir. Et on n'a pas voulu ou eu envie de savoir. Et pour moi, c'est assez emblématique de la relation qu'on a pu avoir par rapport à l'Union soviétique, alors que, basiquement, à partir de 1956, Budapest, c'était quand même assez clair que c'était une dictature, quoi, et pas forcément gentille. Et que Katyn vient gêner dans cette histoire, parce que d'un point de vue purement soviétique, c'est l'obsession du secret. Moi, je crois que c'est ça. L'obsession du secret. Et ça il ne lâche qu'à la dernière minute. Hein. Voilà. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que lâcher Katyn signifie que le régime est foutu. Parce qu'en fait, je le montre dans le film, ils disent la vérité sur Katyn, ils admettent la vérité sur Katyn, parce qu'en fait, des historiens soviétiques ont pris la liberté de dire mais nous on sait, et c'est vrai, c'est vraiment le NKVD qui l'a fait. Et c'est sorti dans la presse officielle soviétique en 1906 ou 7 mois avant l'effondrement du régime. Et donc là,
le Kremlin dit bon bah oui c'est vrai. Alors c'est pas de notre faute, c'est Staline. C'est pas Staline, c'est le stalinisme. Et Beria, parce que lui Beria il le charge, mais ça signifie que le pouvoir ne tient plus son secret, donc ça signifie que ça ne fonctionne plus quoi. Et la manière dont le secret fonctionne aussi, on sait par un des secrétaires de Gorbatchev que lorsqu'il, juste avant un voyage en Pologne en 1987 je crois, il se fait apporter le dossier Katyn, que Gorbatchev connaît, hein, mais il veut voir les documents. Et en fait, selon le secrétaire de Gorbatchev, on lui amène 2 caisses. Une caisse avec la vérité et une caisse avec ce qu'on raconte. Voilà. Donc c'est compartimenté jusqu'au bout. Et ça, c'est en 87. Okay. C'est compartimenté jusqu'au bout. Donc il faut que le secret et le mensonge tiennent jusqu'au bout. Il ne faut pas dire de bêtises, donc il faut bien classer les documents. Bien, alors, sur ce sujet, et toujours de la part de Nicolas Werth. Alors Nicolas Werth est non seulement historien, mais depuis cette année, il est président de l'association Mémorial France. C'est-à-dire que Mémorial est une ONG qui a été créée à la fin des années 80 par Sakharov, donc qui travaille sur la mémoire, l'histoire, et particulièrement des crimes de masse de la période stalinienne, et même après, et donc qui rassemble des documents, des photos, des témoignages, et qui les archive, et qui les met à disposition éventuellement d'historiens et de réalisateurs. Donc Nicolas Werth m'a demandé d'évoquer le sort de Youri Dmitriev. Youri Dmitriev, vous en avez peut-être entendu parler, il y a eu quelques articles, notamment dans Le Monde, mais pas seulement. Donc c'est un historien qui fait partie de l'association Mémorial, qui a travaillé notamment en Carélie. Vous avez peut-être vu ce personnage qui a physiquement une allure assez étonnante, les cheveux très longs, les cheveux blancs, qui a travaillé depuis le début des années 90, donc au moment de la chute de l'URSS, sur les crimes du stalinisme, notamment sur le goulag, mais aussi sur le repérage des charniers dans les forêts comme les forêts de Katyn, à l'échelle de l'ensemble du pays, et en particulier de sa région. Et donc il a été accusé, il y a quelques années déjà, de pédophilie sur sa propre fille, de manière évidemment injuste et totalement comment dire, fausse. Et donc il a été condamné une première fois, réhabilité, rejugé, et il vient tout juste d'être à nouveau condamné pour 13 ans de prison. Donc Youri Dmitriev. Tout ça pour dire tout simplement que cette histoire ne s'arrête pas. C'est-à-dire que c'est assez impressionnant quand vous allez découvrir Katyn, une histoire qui commence en 1940, et puis la recherche de la vérité, la levée du secret. On a l'impression qu'on n'en sort jamais, qu'il faut arriver juste 50 ans après pour finalement qu'il y ait une forme de révélation de la vérité par les soviétiques et on va dire les Russes eux-mêmes. Et finalement, cette histoire se rejoue toujours. Vous connaissez l'actualité récente, hein, où Poutine à nouveau réinterprète cette histoire du pacte germano-soviétique et impute une large responsabilité aux Polonais, évidemment en provoquant la colère des Polonais. Et il y a toujours, sur ces épisodes-là, c'est pas seulement Katyn, en fait, c'est des exécutions en masse très nombreuses, le refus d'assumer cette histoire, et ça passe donc par l'arrestation, la condamnation d'un historien. Et c'est évidemment, vous l'aurez compris, une façon d'intimider tous les autres historiens de continuer à faire ce travail. Donc voilà, c'est une histoire qui a un écho dramatique avec l'actualité. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup. Cédric Tourbe, merci pour votre éclairage, toutes ces réflexions. Et nous avons le temps, évidemment, de prendre des questions à la fois sur le pacte germano-soviétique, sur
le film consacré à Katyn, que certains ont peut-être vu, puisqu'il a déjà été diffusé à la télévision, ou sur le sujet, hein, sans avoir vu le film, sur les sources. On a déjà beaucoup parlé, évoqué beaucoup de choses, mais c'est des sujets riches, complexes. Voilà, si vous avez des réactions. Il y a monsieur là-bas, une question. Oui, j'ai juste une question en fait. C'est relatif à l'invasion de la Finlande en 1940 par l'Union soviétique. Et vous disiez que l'Union soviétique n'avait pas vocation à empiéter, disons, à envahir d'autres pays, à s'agrandir. Alors pourquoi l'invasion de la Finlande? Et ensuite, est-ce que les résultats de l'armée rouge n'a pas renforcé justement la volonté nucléaire de se dire que l'armée rouge était finalement trop faible pour résister éventuellement à une... Alors, oui, clairement, sur la deuxième partie, la quasi-déculottée que se prend l'armée rouge à ce moment-là, ça évidemment, ça n'a pas échappé aux Allemands. Donc oui, ça a conforté absolument Hitler dans sa volonté d'envahir l'Union soviétique. Pour ce qui est de la Finlande, c'est une bête histoire de frontière autour de Leningrad. C'est-à-dire que les soviétiques veulent récupérer une zone qui n'est pas très très grande. Et les Finlandais disent non, voilà, tout simplement. Donc l'armée rouge attaque, et c'est aussi simple que ça. Hein. Donc, et après ils se prennent une déculottée, ils souffrent beaucoup et finissent par faire une paix où les soviétiques obtiennent ce qu'ils voulaient au départ, qui est une petite zone. Voilà. D'autres questions, réactions dans la salle? Non? Bon. Ben écoutez, je vais à nouveau remercier notre invité, Cédric Tourbe. Merci beaucoup. Merci.